J'espère que la prise de parole de Philippe ne vous a pas empêché de rédiger votre demande de prise de parole, qui peine à nous parvenir à la tribune. Oui, d'accord. Parce que j'en ai déjà une qui est arrivée là. C'est qui non, ça tu peux la mettre. Les demandes me sont donc parvenues, donc on va pouvoir clôturer les demandes d'intervention et je vais inviter François à se rendre au pupitre. Je suis un peu plus grand que le... Voilà, il faut que je règle. Attendez d'écouter avant d'applaudir. Camarades, tout d'abord, si le président de séance me le permet, je voudrais faire une petite annonce qui a déjà été faite plusieurs fois pendant ce congrès, parce que Philippe a parfaitement raison de réaffirmer que l'activité des syndicats est fondamentale, nécessaire dans la préparation de nos combats, à commencer par la préparation de la grève à partir du 5 décembre. Déjà, beaucoup de plans d'action, de tracts, d'informations ont été centralisés depuis le début du congrès. Je vous invite à continuer. Je dois vous dire que depuis 3 ans, 4 ans que je travaille sur l'actualité des luttes fédérales, je n'ai jamais vu un tel foisonnement. Et je pense qu'il faut continuer et on est sur la bonne voie. Je vais donc vous présenter, camarades, les 4 premières fiches du projet de document d'orientation. Ça a été indiqué hier matin au début du congrès, on a eu plus de 1100 amendements. Beaucoup d'amendements ont été intégrés, vous avez pu le constater vous-même en lisant le rapport. Je ne vais pas faire l'exercice laborieux de reprendre un par un les amendements et puis de dire un tel a été accepté et un tel a été refusé, voilà pourquoi, mais de faire une présentation globale. Le texte a été très très largement enrichi, encore une fois. Permettez-moi de vous rappeler que ce qui a été adopté par les congrès précédents, bien évidemment, reste valable. Nous avons fait le choix explicité lors d'un CNF de vous présenter un document plus court, plus thématique, nous l'espérons plus facilement abordable pour l'immense majorité de nos syndiqués. On nous reproche souvent d'avoir des documents de congrès qui sont mastoc, qui sont très très difficiles à digérer. Donc on a travaillé dans ce sens-là, parce qu'en même temps c'est l'objectif, qu'il soit évidemment mis en débat et discuté par nos syndiqués. Des camarades ont dit qu'un tel document, dans sa conception, pourrait même devenir un excellent support pour nos formations d'accueil. Ce serait un des meilleurs accueils que, effectivement, les congressistes et les syndicats pourraient lui réserver. Il nous a semblé donc essentiel de revenir sur nos fondamentaux, ce qui nous fonde, le réaffirmer et mettre en avant les aspects qui doivent nous permettre de répondre aux exigences du moment, c'est-à-dire revendiquer, s'organiser pour gagner. L'introduction, bien évidemment, pointe les attaques du capital, les mouvements de résistance, l'accession au pouvoir de Macron, la poursuite, je dis bien, pour ceux qui l'auraient oublié, il n'y en a pas ici, mais la poursuite et l'aggravation de la répression policière. L'introduction revient, bien entendu, et je le dis dans la poursuite de la répression policière, sur le combat nécessaire contre l'extrême droite, dans toutes ses expressions, combat pour lequel notre fédération a toujours été aux avant-postes. Toute la difficulté d'un document qui va être un document adopté pour les 4 années qui viennent, bien évidemment, est d'ouvrir des perspectives. Notre perspective à nous étant bien évidemment de tout reprendre, mais on verra comment ça se mettra en œuvre. Elle revient bien entendu sur les principaux aspects de la situation internationale. Ça a été largement abordé dans le rapport de Natacha, mais l'encre du document que vous avez entre les mains venait à peine de sécher, que les plus formidables mouvements de révolte des peuples du monde entier ont surgi, avec des symétries impressionnantes dans la forme
de ces mouvements, comme dans le fond des revendications de rejet. Rejet total des régimes corrompus. Rejet total de tous les dirigeants corrompus qui ont servi ces régimes et surtout qui les ont servis en se servant. Et sur ce plan, ça nous rappelle un petit peu les nôtres, n'est-ce pas? Le document met en avant le surgissement des Gilets jaunes. Et notre fédération a, dès le début, très majoritairement, exprimé la nécessité d'établir des liens avec les Gilets jaunes, parmi lesquels figuraient nombre de syndiqués de notre fédération. Le document nous invite à attacher la plus grande importance aux mouvements atypiques qui percutent notre syndicalisme, aux mouvements sociaux atypiques de la lutte des classes qui se développent et ne manqueront pas de se développer dans la période qui vient, et dont ces milliers, ces dizaines de milliers de gilets jaunes qui ont inscrit sur leur dos le rejet du président des riches et l'abolition du système sont la plus formidable expression du moment. Aux médias aux ordres et à leurs valets qui parlent d'une gilet jaunisation de la CGT, nous répondons en construisant une CGT fondée sur la défense becs et ongles des revendications, c'est-à-dire une CGT en capacité de gagner à elle toutes ces nouvelles couches qui se lèvent pour aller au combat. Elle est là notre orientation, camarades. Beaucoup d'amendements ont concerné, bien entendu, la fiche statut, parce que c'est le cœur de ce qui nous fonde comme fédération des services publics. Alors, je passe sur les 150 amendements qui nous ont invités à retirer le mot projet. Bien entendu, ça allait de soi. Il ne s'agit plus d'un projet, malheureusement. Le document revient sur ce qu'est le statut, sur le fait qu'il est le produit de la lutte des classes, que rien ne nous a été octroyé. Il est le produit des rapports de force du moment, qu'il y a un lien insécable, le terme exact est intrinsèque, entre le statut et la forme républicaine de nos services publics. Statut qui, ne l'oublions pas, est aussi la meilleure référence que nous ayons pour développer et négocier les droits de nos collègues contractuels et non titulaires. La politique de Macron vise à remettre en cause toutes les garanties collectives. En fait, tous les freins à la libre exploitation du capital, tous les freins au dépeçage des services publics, à leur privatisation, du moins à la privatisation de ce qui est jugé rentable. Le texte du document revient sur ces éléments-là. Pour liquider les services publics, il faut en finir avec le statut des agents chargés de les mettre en œuvre au quotidien. Il est là le fondement de la nouvelle loi liberticide, dite de transformation de la fonction publique, où le mot transformation, dans la bouche d'un macroniste, est utilisé pour ne pas parler de destruction. C'est encore un euphémisme macronien, comme il y en a beaucoup. Bien entendu, la première fiche revient sur nos revendications fondamentales en matière de formation, de concours, réaffirme l'importance que nous attachons au Centre national de la fonction publique territoriale, notre rejet de la régionalisation qui n'est qu'une mise en pièces de tous les acquis hérités depuis la Révolution française. La fiche numéro 2 revient sur la question des salaires, des traitements et des pensions, le dégel du point d'indice et le rattrapage de ce qui nous a été volé depuis 20 ans, l'abrogation du RIF-CEP et de toutes les mesures d'individualisation salariale, la revendication de la revalorisation de toutes les grilles indiciaires sont bien entendu au menu de cette fiche, comme vous avez pu le constater. La fiche numéro 3 est celle qui concerne le combat pour l'égalité entre les femmes et les hommes, avec ce constat imparable que l'on fait dans le document d'orientation. Et Philippe est revenu sur cette question-là dans son intervention. Alors que le statut établi impose le principe d'égalité, la réalité est que l'écart de rémunération totale femmes-hommes dans la fonction publique territoriale est de 17,5%. Là encore, une démonstration qu'il suffirait d'appliquer le statut que nos employeurs cherchent à évacuer autant qu'ils le peuvent. Bien entendu, pour la CGT, particulièrement pour notre fédération, le combat pour l'égalité entre les femmes et les hommes, c'est le combat pour imposer des conditions de travail très réglementées et adaptées aux métiers pénibles, comme c'est le cas dans de nombreux cadres d'emploi à prédominance féminine. Bien entendu, pour notre fédération, l'égalité entre les femmes et les hommes, et la troisième fiche s'applique à affirmer cette notion fondamentale,
L'égalité entre les femmes et les hommes passe par une lutte intransigeante et sans aucune complaisance contre le harcèlement et les violences sexistes au travail. Là aussi, mais là tout particulièrement, parce que cela dépend essentiellement de nous. Il nous faudra aller jusqu'au bout des décisions de cette fiche soumise au vote des délégués. Enfin, la quatrième fiche que j'ai à vous présenter, elle aussi d'une actualité brûlante, concerne la reconquête de la sécurité sociale et pour un vrai droit à la retraite. La fiche, qui a commencé à être élaborée avant la présentation du projet Delevoye-Macron, mais qui n'a pas été une grande surprise pour nous, la fiche revient sur les éléments d'histoire. C'est très très important dans un document d'orientation de réaffirmer d'où nous venons. Document d'histoire sur les conditions révolutionnaires en 1944, en 1945, qui ont accompagné et permis, les armes à la main, la création de notre système de sécurité sociale que les peuples du monde entier nous ont envié. Je dois accélérer ma présentation pour tenir dans les délais, mais nous sommes tous au cœur de l'action, non pas, si je puis me permettre de préciser, d'une journée d'action, mais de la préparation de la grève à partir du 5 décembre pour défendre notre bien commun. À l'opposé de cette contre-réforme, qui est un véritable hold-up sur nos caisses de retraite, nous revendiquons le retour au 100% sécu, et le document le réaffirme bien entendu, le maintien des 42 régimes, dont notre CNRACL, à laquelle nous sommes profondément et fondamentalement attachés. CNRACL, qui, nous le rappelons, est le tout premier élément de la construction statutaire qui a permis de voir le jour, 40 ans plus tard, du statut de la fonction publique territoriale. Le maintien des 42 régimes, qui, comme l'a rappelé Natacha dans son rapport introductif hier, est la condition préalable à leur amélioration. Je ne développe pas davantage sur ce point parce que Didier, tout à l'heure, va vous faire un focus sur la réforme des retraites, et je ne voudrais pas être redondant avec l'intervention qui va suivre, d'autant que Philippe a également largement développé le sujet. Ça montre aussi que notre document d'orientation est dans le vif de l'actualité. Voilà, chers camarades, chers et chers camarades, une présentation de l'introduction et des 4 premières fiches de notre document d'orientation. Je vous remercie pour votre écoute. À vous la parole. Merci François. Nous ne prenons plus d'inscrits pour le débat sur les orientations et nous appelons au micro 3 Claude Barré et se prépare Nicolas Margossian. Chers camarades, Claude Barré du Finistère de la section multiprofessionnelle des retraités de Quimper. J'interviens également administrateur de la CNRACL. J'interviens selon la fiche 4 que nous venons d'entendre le rapport sur la reconquête de la sécurité sociale. La CNRACL, la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, est une caisse de retraite. Mais pas que. 2,4 millions de cotisants, 63% de territoriaux, 37% d'hospitaliers, 1,3 million de pensionnés, 53% de territoriaux et 47% d'hospitaliers, soit environ 2 cotisants pour un pensionné. En 2007, le rapport était de 2,5 actifs pour un retraité. En 2018, 21,2 milliards d'euros de cotisations et 20,3 milliards d'euros de prestations versées. 1,2 milliard de compensations interrégimes versées en 2018. Depuis la création de la compensation et surcompensation,
la CNRACL a versé 78 milliards d'euros, d'où le déficit à venir dès 2020. 72 bénéficiaires retraités de l'action sociale. Je l'ai dit en entrée, la CNRACL, une caisse de retraite, mais pas que. Invalidité et prévention. Le Fonds national de prévention a été confié à la CNRACL en 1992. Il s'agit d'un appui aux employeurs dans leur démarche de prévention au travers de financements et assurer de meilleures conditions de travail aux agents. Dans cette perspective, le Fonds national de prévention définit et actualise annuellement les thématiques et secteurs d'activité dont les conseils supérieurs doivent d'ailleurs donner un avis. L'élaboration de recommandations en matière de prévention à l'attention des collectivités territoriales et établissements de santé. Le Fonds national de prévention privilégie et favorise une approche globale avec l'association active de l'ensemble du collectif du travail et s'appuie sur le rôle central des instances représentatives du personnel et des CHSCT. Quelques démarches et projets faits et en cours d'étude actuellement. Les conditions de travail dans les EHPAD, les conditions de travail des ATSEM, les risques chimiques, les risques routiers, les conduites addictives, la pénibilité, l'usure professionnelle, des études ergonomiques, la protection contre les fumées pour les sapeurs-pompiers, les risques liés à la collecte des déchets, les risques psychosociaux, les travails sur écran et les troubles musculo-squelettiques. Les membres de la commission du FNP sont soucieux de l'information donnée par les employeurs aux instances représentatives du personnel. Si tel n'est pas le cas, le dossier est refusé par les administrateurs, tout comme ils sont très vigilants sur la répartition tant géographique que par secteur professionnel des demandes de subventions de démarches de prévention. D'où la nécessaire prise en compte de nos organisations syndicales pour ces plans et démarches de sécurité au travail. Au niveau de l'invalidité, la CNRACL, suite à un accident de service ou une maladie professionnelle, la CNRACL fixe le taux d'invalidité et verse la pension d'invalidité. La CGT a obtenu la création d'une commission de recours pour les agents en étant en désaccord avec ce qui est décidé par le gestionnaire de la caisse. La réglementation, après des mois, voire des années de questions, sachez que les tutelles refusent de participer aux commissions de la réglementation et autres réglementations. Le Fonds de l'action sociale, tu termines, Claude. Pour les retraités, 130 millions depuis 2017, allant jusqu'à 2022, plus de retraités, plus en fragilité financière. La campagne 2020 pour les élections, et je terminerai, les élections sont prévues en décembre, sous réserve des décisions du gouvernement. Donc, pour autant, nous devons être prêts et il est bon que dès à présent, la communication se fasse entre les structures et bien évidemment les syndicats avec les syndiqués et les agents. Le texte sera mis sans doute sur le site de la Fédération pour les compléments. Merci Claude. Nicolas Margossian se prépare au micro numéro 3. Je rappelle que les interventions font 4 minutes maximum. Et dernière précision, vous avez dans vos sacoches de congressistes un avis de candidature pour la CNRACL. Merci. Donc Nicolas Margossian pour le syndicat CGT des territoriaux de Septèmes-les-Vallons dans les Bouches-du-Rhône. Alors c'est ma deuxième intervention, mais c'est mon premier congrès, alors soyez indulgents aussi avec moi. Donc, concernant les décisions soumises au congrès, il nous est proposé que le 12e congrès décide de mobiliser les syndicats et les salariés pour mener une campagne offensive interprofessionnelle sur le 100% Sécu et la conquête pour tous du nouveau statut du travail salarié. Nous pensons qu'il est bon d'approfondir cette réflexion. En effet, les oublis d'aujourd'hui peuvent être dommageables pour demain. À l'heure où Macron annonce vouloir faire la peau aux régimes spéciaux, nous voulons rappeler qu'il existe des régimes spéciaux conquis par les travailleurs
et il nous semble important que nous ayons tous cela en tête. Car si pour la CGT, la reconquête de notre sécurité sociale est une priorité et revendique le remboursement à 100% de l'assurance maladie, il est bon de le rappeler ici, même si ça a déjà été fait par le camarade en charge de la présentation des 4 premières fiches du document d'orientation, qu'il existe des régimes spéciaux auxquels appartiennent, par exemple, la corporation minière. Après notre régime spécial des fonctionnaires, c'est celui que l'on connaît le mieux, puisqu'au niveau de notre union locale, celle de Gardanne, nous avons la chance de militer avec nos camarades du syndicat CGT des mineurs de Provence. Ce régime minier, au travers duquel les anciens mineurs ont la gratuité. Et nous pensons que la différence est énorme entre le 100% de la sécurité sociale et la gratuité. Non-application des franchises, non-application des 1 € pour les visites chez le médecin, non-application des vignettes de couleur pour le remboursement des médicaments, etc. Donc, nous affirmons ici que nous sommes pour une sécurité sociale de haut niveau, une sécurité sociale qui permette à chacun de réellement cotiser selon ses moyens et recevoir selon ses besoins. De l'argent, il y en a ici on le sait tous ici. Il nous semble bon que nous les ayons tout de même en mémoire pour aller au débat avec nos collègues, mais aussi avec l'ensemble des travailleurs et des citoyens. CICE, 35 milliards d'euros, exonération de cotisations sociales patronales, plus de 25 milliards d'euros, différents dispositifs d'aide aux grandes entreprises, 65 milliards d'euros. Alors là, on a une petite différence avec ce qu'a annoncé Philippe, mais à ce niveau-là, 2 milliards, on ne va pas se bagarrer pour une bataille de chiffres. Égalité salariale femmes-hommes, plus de 10 milliards d'euros en 2020. Lutte contre le travail dissimulé, plus de 80 milliards d'euros. Et bien entendu, il est plus que nécessaire de soumettre à cotisation les revenus financiers. Cet argent, il est à nous, mes camarades. Ils nous l'ont volé et ils continuent à nous le voler tous les jours. Alors construisons ensemble l'élévation des consciences et du rapport de force. Il est certain que si nous le travaillons correctement, nous pourrons aller récupérer ce qui nous appartient, ce qui appartient aux travailleurs, et ça commencera dès le 5 décembre. Je me permets de reprendre encore une phrase du camarade Ambroise Croizat, mais ça ne fera que 3 fois en 2 interventions. Ne parlez pas d'acquis sociaux, mais de conquis sociaux, parce que le patronat ne désarme jamais. Alors vive le Conseil national de la résistance, vive la sécurité sociale de haut niveau et vive la CGT. C'est à Henrik Monge, au micro 2, et se prépare Catel Corduan. Alors bonjour, Henrik Monge des Territoriaux de Suresnes. Donc même si je suis intervenu hier, merci de votre indulgence, c'est aussi mon premier congrès. Donc je voudrais aborder plusieurs thèmes, excusez-moi. Le premier, celui de la sécurité sociale, qui a été conquis au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, où le pays était ruiné et où il n'y avait plus une thune. Aujourd'hui, il faut reconquérir cette sécurité sociale qui normalement garantit un accès aux soins à tous les salariés du pays. On devrait aujourd'hui ne pas avoir de mutuelle, c'est pas normal. Tout devrait être pris en charge par les sécurités sociales à 100% pour avoir un accès aux soins gratuit. Donc, j'insiste là-dessus, puisque les gouvernements successifs appauvrissent les caisses de la Sécu, de caisses de retraite, puisqu'ils exonèrent, ils font des cadeaux aux patrons par le biais d'exonération de cotisations patronales. Macron se targue d'alléger les cotisations sociales, mais nous, on préférerait gagner beaucoup plus de salaire pour cotiser beaucoup plus pour nos retraites et notre sécurité sociale. L'autre point, c'est par rapport à la réforme des retraites par points. Alors il est clair qu'on n'en veut absolument pas, c'est la plus grande arnaque du siècle. On a tracté début novembre dans nos services, on a eu beaucoup de débats et de discussions avec les agents. Le message a été très bien reçu, tout le monde est concerné, le public, le privé, toute génération confondue. Comment on peut nous faire croire aujourd'hui qu'en commençant une carrière de travailleur, avec une prise en compte par points, jusqu'à une retraite bien sûr reculée, sans cesse, qu'on gagnerait une retraite confortable, personne ne peut le croire. Aujourd'hui, dans la fonction publique, enfin autrefois, on avait négocié une prise en compte pour les pensions de retraite sur les 6 derniers mois de la carrière. Pourquoi? Parce qu'on savait pertinemment que dans la fonction publique, on était moins bien payé que dans le privé à l'époque.
Donc ça, c'est un acquis. Cet acquis-là, on veut aussi le conserver. Nous voulons conserver notre retraite par répartition et notre retraite solidaire. Donc le 5 décembre, bien sûr qu'on va tous converger, et ça en fait partie, mais ce ne sera pas le seul thème. Il y a aussi le statut de la fonction publique qui est concerné sur la loi transformation, où clairement on remet en cause le rôle des organisations syndicales pour nous affaiblir, parce que le gouvernement sait pertinemment que la force syndicale dans le public, il y a un fort maillage et elle est existante. Comment on peut accepter de fusionner les CHSCT avec les comités techniques, hein? Tout ça pourquoi? Pour qu'on ne puisse pas parler des conditions de travail, des services et des agents, qu'on n'ait pas le temps? C'est hors de question. Comment on peut remettre en cause le rôle des syndicats à travers l'instance de la CAP, où on n'aura plus du tout d'avancement de grade, on ne pourra plus émettre et discuter des avancements de grade des agents, seul le champ libre sera laissé à l'employeur. On n'en veut pas non plus. Dernière chose par rapport à ça, c'est la remise en cause du droit de grève qui est un droit constitutionnel. Je le redis comme hier, il est hors de question qu'à la CGT on signe quelconque protocole d'accord dérogatoire au droit de grève. Et enfin, par rapport à la loi de transformation fonction publique, c'est l'emploi massif de contractuels dans toutes les catégories ABC, même sur les emplois non permanents, à temps partiel. Ils auront recours aux contractuels. C'est encore précariser la fonction publique. C'est la marchandisation des services publics, dont on sait très bien que la plupart des contractuels, et on en a à la mairie de Suresnes, qui viennent du privé, ils sont là pour rentabiliser les services publics et les moderniser, soi-disant. Mais ceux-là, ils viennent du privé, avec une optique privée, ils n'en ont rien à foutre de l'intérêt général et des services publics. Nous, on a cette fibre-là, c'est pour ça qu'on travaille dans les services publics. On a la fibre de l'intérêt général et de la population. Et je voudrais juste finir. Nous aimerions appeler tous les syndicats, les fédérations, à une journée nationale de mobilisation, une journée nationale d'administration morte. On aimerait bien que les 3 fonctions publiques, État, territoriale, hospitalière, tout le monde arrête de bosser et qu'on aille tous devant l'Assemblée nationale. Il faut les forcer à négocier avec la CGT et à changer de fusil d'épaule. Merci. La parole est à Catel Corduan et se prépare Julien Léger au micro 2. Micro 2 en force. Catel Corduan du syndicat du CNFPT. Mon intervention va d'abord bien sûr concerner le CNFPT, donc la fiche 1. Tout d'abord, vous n'ignorez pas que sous le coup d'un rapport parlementaire, l'établissement a failli changer de statut et passer en EPIC. Grâce à la mobilisation, le danger semble aujourd'hui écarté. Le syndicat tenait à remercier ici les syndicats CGT qui ont relayé la pétition intersyndicale des syndicats du personnel du CNFPT et contribué ainsi à préserver notre outil de formation. Dans nos amendements, nous avons surtout voulu alerter sur la cotisation des collectivités territoriales au CNFPT. Je rappelle, elle est calculée sur la masse salariale. De notre point de vue CGT, c'est du salaire mutualisé et non une subvention des employeurs comme parfois on peut le lire. Baissé à 0,9%, c'est l'accès au droit à la formation des agents de la fonction publique territoriale qui a été amputé. Formation qui garantit la séparation du grade et de l'emploi dans une fonction publique de carrière, comme l'a rappelé Natacha Pomé hier. Par conséquent, confier au CNFPT, comme le fait la loi de transformation de la fonction publique, le financement de l'apprentissage dans les collectivités territoriales revient à faire financer par les agents de la FPT la formation des apprentis ou autres dispositifs de précarité. C'est un détournement de cotisation. Nous avons voulu alerter également sur les modalités de formation. Le CNFPT, service public de la formation professionnelle, doit garantir un égal accès à la formation sur des sites dédiés et sur le temps de travail. La pédagogie à distance avec le numérique ne peut qu'enrichir les formations professionnelles, mais ne peut en aucun cas s'y substituer. Le numérique ne peut pas avoir pour conséquence une nouvelle restriction de l'accès à la formation. On se félicite que notre amendement concernant le retour de l'organisation des concours au CNFPT ait été retenu. Ça a été une longue bataille et source de friction entre notre syndicat et la fédération, mais on a eu raison de ne rien lâcher.
Enfin, un amendement sénatorial a imposé au CNFPT de modifier le périmètre de ses délégations régionales aux nouvelles régions. Nous sommes donc agents du CNFPT dans la tourmente des fusions et des restructurations. Mais c'est aussi la représentativité de la CGT au sein des instances paritaires régionales du CNFPT, les conseils régionaux d'orientation, qui est menacée. Concernant la fiche 4 sur la question des retraites, pour ce qui est du syndicat du CNFPT, la bataille pour le retrait du projet de la réforme des retraites par points a fait l'objet d'un débat à notre congrès et à notre commission exécutive. Nous avons porté des amendements demandant un engagement ferme de la CGT jusqu'à l'obtention de la revendication du retrait de la réforme des retraites par points, ainsi qu'un engagement de notre fédération d'œuvrer au sein de la CGT pour qu'elle agisse sur des revendications claires avec des moyens d'action efficaces, non aux journées saute-mouton et à l'éparpillement de la CGT. Ce dernier amendement a été refusé avec le commentaire suivant « Cela peut faire partie d'un appel du Congrès », donc je le livre aux camarades de la commission des textes du Congrès. C'est sur cette revendication claire que nous nous sommes organisés. Une dizaine de réunions d'information est à ce jour programmée dans les différentes structures du CNFPT et on cherche à les préparer en intersyndical. Le 4 pages confédéral a été diffusé. On a beaucoup discuté au sein du syndicat de la façon d'engager le débat avec les collègues. Surtout, nous avons insisté sur le fait que cette question de la retraite n'est pas une question technique de spécialistes. Chaque camarade peut demander à ses collègues comment il s'en sort aujourd'hui avec son salaire, comment il pense s'en sortir demain quand il sera à la retraite avec le système actuel, demain avec un système de retraite par points. Dans ce contexte de mobilisation, nous avons reçu l'appel du CCN avec consternation, tant il dilue la revendication du retrait de la réforme de la retraite par points. Nous attendons de l'appel du Congrès cet engagement ferme de notre fédération jusqu'à l'obtention du retrait de la réforme de la retraite par points, par la grève et le blocage du pays. La parole est à Julien Léger et Christine Derval se prépare au micro 1. Cher Karl, en produisant cette intervention, je me suis appuyé sur des amendements qui ont été faits par un syndicat, notamment de Vitry-sur-Seine, dans mon département. Et je dois vous dire quand même, pour être tout à fait honnête, que la préparation collective de ce congrès n'a pas été à la hauteur dans bon nombre de syndicats. Je pense qu'on doit, tout autant qu'on est content d'être réunis ensemble, de se donner de la force pour nos combats futurs, de se redire la fierté d'être fonctionnaires comme nous l'avons fait, tout autant on ne doit quand même pas oublier que la préparation collective dans nos syndicats n'est pas suffisamment, et nos débats ne sont pas suffisamment le reflet de ce que pensent tous nos syndiqués. Et on a vraiment matière à travailler sur cette question. On a vraiment matière à faire des restitutions aux syndicats quand on va rentrer, et à notre fédération peut-être de réfléchir encore plus lors du prochain congrès à la meilleure manière, donner des délais peut-être un peu plus importants encore, même s'ils ont été importants. Bref, encore plus essayer de tout mettre en œuvre pour associer le plus de copains possible dans la préparation. Ce texte, une fois qu'il a été amendé, nous pensons qu'il caractérise un petit peu mieux l'état du monde dans lequel on est, et notamment la première partie, l'introduction, les 4 premières parties, caractérise mieux le système dans lequel on évolue, caractérise mieux les attaques que nous subissons et commence à donner des réponses un petit peu plus offensives. Le texte était assez minimaliste, mais avait laissé la possibilité à pas mal de monde de l'amender, et donc c'est pas mal. Le syndicat de Vitry, donc, qui m'a mandaté pour porter leur amendement, nous demande que les décisions insistent en disant que le Congrès décide et revendique. Ils tiennent beaucoup au mot « revendiquer », c'est-à-dire à l'idée de pousser, de se battre pour obtenir ce qu'on recherche. Donc c'est ce qu'ils m'ont demandé de porter, je le porte. Ils souhaiteraient que sur la fiche 3, nous puissions pousser avec un amendement qu'ils avaient proposé. Le Congrès décide, par une campagne de lutte offensive, d'obliger les employeurs publics à mettre en place, dans les instances représentatives du personnel, un plan d'action relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Ils souhaiteraient vraiment qu'on mène cette bataille partout dans les instances du personnel, qu'on soit encore plus offensif sur cette question. Ils voudraient vraiment qu'on contraigne chaque employeur, chaque collectivité à regarder dans le détail comment on gagne des batailles nouvelles sur cette question. Une fois après avoir porté les revendications du syndicat de Vitry, un mot sur l'international.
qui était présent dans l'introduction de notre texte, donc qui fait partie de notre débat. De l'international, pas pour créer de la polémique entre nous, parce que malheureusement, trop souvent, dès qu'on aborde la question internationale, certains camarades, j'ai pu le vérifier hier, montent au créneau avec des positions caricaturales et c'est très dommage. De l'internationalisme pour faire juste du factuel et de l'utile. À quoi ça sert d'être dans l'internationalisme? Eh bien, l'internationalisme, c'est par exemple quand il y a des Le Pen, quand il y a des Macron, quand il y a des capitalistes qui essayent d'opposer les peuples entre eux, qui essayent d'opposer les travailleurs entre eux, qui considèrent qu'à partir du moment où on n'a pas la même origine, et on n'a pas les mêmes droits, ou que dans un pays on peut sous-payer les travailleurs et qu'on peut exploiter pendant ce temps mieux ceux d'après, etc. Face à ça, il y a une réponse, c'est de créer l'international. Et cette internationale, elle a été créée par les travailleurs à une époque. Aujourd'hui, quand on interroge la CES, la CSI, c'est pas parce qu'on a envie de se faire plaisir, c'est parce qu'on pense que le combat contre le capitalisme, il se mène à l'échelle mondiale, il se mène partout, il faut être solidaire. Moi, je vous donne juste une expérience factuelle, encore une fois. On a eu la chance, grâce à notre adhésion à la Fédération syndicale mondiale, la FSM, récente, nous avons adhéré à la FSM avec notre UD, nous avons eu la chance d'aller rencontrer nos camarades grecs des territoriaux. Nous avons pu comprendre à quel point nos copains grecs des territoriaux du PAME, ils avaient les mêmes attentes que nous. C'est les mêmes que nous, c'est nos camarades. C'est avec eux qu'il faut construire la lutte. Et ils nous ont proposé des projets concrets pour s'opposer ensemble à la destruction de nos services publics. Alors, encore une fois, j'ai entendu hier qu'il y avait des bons, des mauvais dans la FSM, des mauvaises organisations infréquentables. Sachant qu'on en a aussi dans la CES, il y a des racistes et il y a beaucoup de problèmes aussi avec certains, on pourra en parler. Mais peu importe, pas de polémique entre nous, camarades, sur cet enjeu. Nous avons un texte de congrès qui nous dit maintenant, et qui le dit noir sur blanc, à partir de maintenant, pas d'ostracisme, nous pourrions parler avec toutes les organisations internationales. Je demande donc à mon congrès, à ma fédération, à sa direction, d'appliquer à la lettre ce qui est marqué dans nos textes de congrès et de parler à toutes les organisations internationales, dont la FSM. Et je vous invite, camarades, à créer des liens avec ces syndicats-là. Vous verrez, ce n'est pas des monstres, c'est juste des engagés comme nous, c'est juste des gens qui veulent battre le capitalisme. Ce sont nos frères de lutte. Ne vous laissez pas avoir par la division. Merci à vous. On a encore plus de 20 inscrits. Il faut donc que les intervenants se contrôlent au niveau du temps. Et j'appelle Christine Derval et se prépare Fatima Guerma. Christine Derval au micro 1. J'y suis. Voilà, j'espère aussi avoir une indulgence, avoir au moins une minute de plus pour expliquer aussi. Alors, je suis Christine Derval, secrétaire générale de la CGT Petite Enfance de l'Union syndicale Ville de Paris. Je voudrais juste une minute d'indulgence de plus parce que je remercie déjà les camarades qui ont voulu soutenir mes camarades qui sont venus de Paris pour expliquer leurs problématiques que nous vivons au niveau de notre fédération. Si je demandais une intervention, c'est pas pour que ça, parce que justement en tant que délégué, je n'ai pas voulu perturber ce congrès, mais on a pris d'autres temps de parole et nous en reviendrons sur ce sujet qui est quand même gravissime. Moi, je m'étais inscrite sur la fiche 3, sur le projet d'intervention égalité et violence. Grâce à de nombreux amendements des syndicats, une fiche de revendicatifs spécifique pour l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes a été intégrée au nouveau document d'orientation. Nous pouvons nous en féliciter au vu des réalités des inégalités salariales, des retraites, des violences sexistes et sexuelles dans le monde du travail. Il reste 2 amendements, dont l'article 2.2 sur les statuts, qui ont été rejetés alors qu'ils participent à l'évolution actée au Congrès confédéral en matière de fonctionnement sur la situation des violences sexistes et sexuelles au sein de la CGT. Et pourtant, nous demandons juste le respect des droits de travail et de l'obligation de prévention au sein de notre organisation, de nos organisations syndicales. En effet, quand on est un ou une salariée, et donc aussi un syndiqué, témoigne des faits de violence. Ce que nous revendiquons, c'est de l'écoute, d'écouter et d'éloigner le ou le salarié de la camarade pour être bien pour le bien-être de la victime, réaliser une enquête impartiale, avec des enquêteurs, inspectrices formés par la CGT,
On s'appuie donc sur la cellule confédérale de veille contre la violence sexiste et sexuelle pour la mener. Troisième point, d'accompagner le salarié ou la salariée de camarades psychologiquement et juridiquement. Le point 4, sur la base de cette enquête, de prendre des décisions et de sanctions. Former les préventions de la manière obligatoire des nouveaux dirigeants de la ou le CE fédéral. Comprendre les sexismes et les violences, les stratégies des agresseurs et mettre en place des principes de tout accompagnement. Nos propositions sont donc constructives. Elles visent à aider la prochaine direction fédérale dans son travail sur la qualité de vie syndicale. Elles visent à renforcer les confiances des syndiqués dans le droit à parler et surtout à être soutenus, reconnus pour continuer à militer. Elles ont pour objectif concret de faire une CGT exemplaire en la matière interne et d'attirer aussi les salariés. À ce jour, seule la CGT a une cellule confédérale sur les violences. Nous pensons que c'est urgent et que c'est le moment pour notre fédération d'avancer sur ces questions. À quelques jours de la manifestation du 23, à laquelle nous devrons massivement participer, ce sera un bien beau message de la CGT pour dire partout stop à l'impunité, stop à la justice complice, stop aux violences faites aux femmes au travail, comme aux syndicats et comme dans la vie. Je vous invite aussi à lire ce qu'on a diffusé ce matin sur les travailleuses. Merci. Merci. Fatima Guerma au micro 1 et se prépare Jamila Emissi. C'est bon ? Bonjour camarades, donc je suis Fatima Guerma de la territoriaux de la mairie de Toulouse et je vais essayer d'être très brève et surtout concise parce que je ne suis pas là pour faire une déclaration magistrale. C'est mon premier congrès et c'est ma première intervention devant autant de monde et ça me fait énormément plaisir. Donc, mon intervention rebondit sur celle de la camarade qui posait la question des caisses de grève ce matin dans le cadre du bilan financier, mais elle concerne également le point 4 du document. Et c'est aussi une question que mon syndicat m'a chargé d'exprimer lors de ce 12e congrès fédéral. Christophe Couder y a répondu en rappelant la posture de la Confédération relayée par la Fédération concernant la loi El Khomri et les ordonnances Macron. Par contre, nous sommes en novembre 2019 face à une attaque sans précédent avec une grande et longue bataille à mener car c'est la destruction de notre système de protection sociale et l'éradication du statut dont il s'agit. Je vous le rappelle, camarades, ces systèmes sont des exemples enviés par le monde entier. Et au vu des enjeux, nous restons dubitatifs quant au positionnement de la CGT et le manque de clarté par rapport aux caisses de solidarité. Contrairement à la réponse apportée quand il s'agit de la loi travail ou des ordonnances Macron. Je précise tout de même, pour assurer le camarade Philippe Martinez, que mon syndicat ne s'inscrit absolument pas dans le clivage public-privé. Quand on voit que 80% de la catégorie C représente la fonction publique territoriale avec un salaire de médian de 1 300 €, personne n'a rien à s'envier. Mais le constat est là. Aucune position claire lors du 52e congrès confédéral. Et sauf erreur de ma part, le congrès de notre fédération est le seul avec le 5 décembre. C'est pour ça, la délégation que je représente souhaite qu'à l'issue de ce 12e congrès soit lancé un appel fort et aussi précis qu'en 2016. Vive la CGT, la bataille se gagnera dans la solidarité. Je vous remercie. La parole est à Jamila Emissi au micro 1 et se prépare Colline Barrois. Bonjour à tous. Oui, Jamila Emissi du syndicat CGT Maîtrise à la ville de Paris. Mais écoutez, c'était simplement pour vous dire que nous sommes intervenus sur un des aspects sur les questions liées au féminisme et que dans le cours des débats, nous reprendrons la parole et nous interviendrons à d'autres occasions
sur le féminisme. Voilà, moi j'en ai fini pour le moment. Merci. Merci. Colline Barrois au micro 2 et se prépare Aldo Pitaressi. Putain, ça fait mal aux yeux ça. Bonjour. Chers camarades, il nous tenait à cœur de reparler de la loi de la transformation de la fonction publique et de l'impact qu'elle aura sur la santé et la sécurité des agents, sur la probable baisse des moyens des syndicats et donc inévitablement, par répercussion, ceux de la Fédé et sûrement ceux de l'interprofessionnel à notre grand regret. Nous avons pu constater les dégâts faits dans les syndicats CGT avec la mise en place du CSE. Nous trouvons et regrettons de ne pas avoir émis un amendement dans ce texte, mais après relecture de celui-ci, ne pas voir apparaître le combat que mène la CGT pour la santé et la sécurité des agents, notamment contre les attaques faites à la médecine préventive et le décret de mars 2019 sur la nouvelle procédure de reclassement. Celle-ci instaure la période d'1 an pour que les agents soient reclassés, auquel cas l'employeur aura plus de facilité de les licencier, en l'absence de la CAP ou de la CRI, ou de les mettre à la retraite. Tout ça pour dire que la Fédé a travaillé une note qui mérite à être connue et à être traduite en tract. Aujourd'hui, une des seules instances où nous avons un réel pouvoir de contrainte, c'est les CHSCT. Nous devons donc aborder cette question avec nos exécutifs. Nous devons combattre encore une fois les attaques qui sont faites aux plus faibles. Cela passera par plusieurs décisions que nous souhaitons voir inscrites clairement dans notre document d'orientation. Car sans être de mauvais augure et sans illusion non plus, la fusion des instances représentatives du personnel est clairement la même chose que dans le privé, mes camarades. C'est la loi travail version publique. C'est une attaque sans précédent contre les syndicats et sur la représentation des salariés. Donc demander l'abrogation de la loi, oui, mais surtout négocier partout. Profitons d'ailleurs, on l'a dit hier, de la campagne municipale pour que tous les exécutifs s'engagent à ce que les CHSCT ne soient pas transformés ou qu'ils gardent leurs prérogatives, les mêmes prérogatives actuelles. Insister sur la nécessité d'avoir des moyens pour que la prévention et que le nouveau décret sur le reclassement, qui risque de plonger nos collègues dans encore plus de difficultés, ne soit pas appliqué. Plus que jamais, cette question est importante, tant elle touche de champ. Elle doit être davantage portée et impulsée par notre fédération et les syndicats avec les agents. Mobilisons nos collègues sur les questions de santé et sécurité, en multipliant des actions comme l'a fait le 93, par exemple, nos camarades qui sont ici. Construisons et renforçons le rapport de force avec nos collègues. On ne laissera pas Macron se servir des plus vulnérables pour atteindre son chiffre de 120 000 fonctionnaires en moins dans la fonction publique. Nous lutterons et ensemble, mes camarades, nous gagnerons. Merci. La parole est à Aldo Pitaressi au micro 1 et se prépare Maria Costa Pereira. Oui, je vais essayer. Donc bonjour à tous, Pitaressi Aldo, donc, du syndicat des territoriaux de la ville de Tarascon-sur-Ariège et des agents des cantons de la Haute-Ariège. Donc un salut fraternel au congrès de la part des syndiqués du 09. Je vous prie de m'excuser, mais il y a des choses qui auront déjà été dites, mais l'intervention a été écrite, donc je vais la faire. Donc on souhaitait intervenir sur la nécessité de défendre et d'améliorer notre système de retraite solidaire et de combattre sa destruction programmée. Donc ce gouvernement, après tant d'autres, tente d'imposer un changement complet de notre système en détruisant de fait l'idée même de toute solidarité et en imposant l'individuel. C'est le contraire de notre ADN pour la CGT qui s'est toujours battue pour combattre l'individualisme et mettre en place des démarches solidaires pour les salariés. Cette réforme, et attention à ne pas s'y tromper, n'est pas une réforme des régimes spéciaux, mais un changement complet de ce que l'on connaît actuellement dans notre pays. 42 régimes fondus à un seul, basés sur un seul système de reversement, liquidation de la pension calculée sur une valeur de points à l'instant T, c'est-à-dire au moment du départ. Tout ça dans un carcan réglementaire, ce qu'ils appellent la règle d'or, pas plus de 14% du PIB. Là, tout est dit de leur réforme, ça sera donc à cotisation définie, puisque la part des prestations est bloquée par la règle d'or. Malgré toute leur communication pour désamorcer le mouvement qui s'enclenche, la lutte par la grève et par le nombre qu'on leur promet, communication qui laisserait entendre que ici ou là, ce ne serait pas pareil pour tous, que certains conserveraient des acquis, que des compensations seraient mises en place, etc. Le constat est là. Un seul règlement pour toutes et tous, régime universel, donc application des liquidations basées sur une valeur X du point, y compris pour les années déjà passées, puisque l'on transforme nos acquis en points. Donc cette retraite par points, et ne nous y trompons pas, qui sera notionnelle, prenant en compte la durée d'espérance de vie par génération, pour fixer la valeur du point pour la liquidation au moment du départ en retraite,
va générer une baisse très importante des pensions et ouvrir la porte à l'assurantiel. Pour ceux qui en auront les moyens, générant là encore des inégalités entre les salariés, surtout et toujours pour les plus impactés actuellement, par le travail précaire, pour les femmes déjà touchées par le temps partiel et par l'inégalité salariale, pour les jeunes qui rentrent de plus en plus tard dans le monde du travail, pour les plus bas salaires, bref pour tous, mais pour ceux, et nous sommes nombreux, qui sont déjà dans la galère, l'avenir risque de s'assombrir encore plus si cette réforme passe. On voit ce gouvernement nous enfume volontairement par sa communication, mais les faits sont têtus. Il n'y aura plus de solidarité sur rien, intergénérationnelle, enfants, maladies, accidents de service, logement, etc. C'est donc la charité que l'on nous propose. Alors oui, cette bataille, il nous faudra la gagner et il nous faut la gagner. La CNRACL, qui gère les retraites, l'invalidité et le fonds d'action sociale pour les agents des collectivités territoriales et hospitalières, a la particularité, entre autres, d'avoir un CA élu par les agents et les employeurs, ce qui nous permet de déposer nos revendications. Mais est-ce suffisant si nos représentants élus CGT n'ont pas forcément les remontées des syndicats? Et ce, malgré tous les comptes rendus après chaque CA, en direction des syndicats. Comptes rendus qui informent, alertent sur tout ce qui se passe et sur tous les dangers qui arrivent. Trop peu de remontées ou de prise en compte de nos syndicats, ce qui nous pose des questions sur notre fonctionnement. Où en est-on dans nos collectivités de l'application de la réglementation en termes de droit à l'information et de la complétude des comptes individuels retraite, indispensables pour faire des choix de départ selon nos besoins sociaux à chacun. Des revendications sur la prise en compte des jours de grève pour la liquidation, de la non-inscription des jours de maladie sur le CIR, etc. Cette caisse de retraite, la nôtre, a versé au pot commun au titre de la compensation et la surcompensation 78 milliards d'euros, notre argent issu de nos cotisations. Mais cela ne suffit pas à ce gouvernement qui nous pique maintenant des millions d'euros sur le FAS, Fonds d'action sociale, puisque malgré le travail très fort de nos élus, trop peu de nos retraités l'utilisent. Alors question, par non-connaissance, ou alors est-ce qu'ils ont des retraites trop hautes? On connaît la réponse et c'est cela qui doit interpeller notre fonctionnement. C'est de notre responsabilité à chaque syndicat d'imposer l'information de l'existence du FAS par les employeurs à chaque départ en retraite. Où en est-on? Comment on travaille ensemble? Nous devons rapidement trouver une façon de travailler ensemble sur tout le territoire pour imposer nos revendications sur la CNRACL. Comment fait-on? C'est à nous de décider. Je vais respecter le temps. On a vraiment, pour que ce document d'orientation sur la sécurité sociale et la caisse de retraite vive, c'est de savoir comment on va travailler ensemble, parce que le travail collectif à partir des syndicats, c'est bien de le dire, mais c'est quand même mieux de le faire. Merci. La parole est à Maria et se prépare Paul Hems au micro 4. Oui, bonjour à toutes et à tous. Notre 12e congrès fédéral se tient à un moment où l'ampleur de la casse sociale atteint son paroxysme. La nécessité du rassemblement de toutes les forces de notre organisation syndicale pour construire la mobilisation et la lutte qui s'impose plus que jamais. Donc ça a été dit par bon nombre d'intervenants depuis hier, dans les rapports d'introduction, dans les prises de parole. Aujourd'hui, le gouvernement en place n'a qu'un seul objectif, casser tous les conquis qui ont été gagnés. Et demain, le 21e siècle redeviendra le 19e siècle. Aujourd'hui, nous, militants, syndiqués, nous avons à continuer le travail de terrain que nous faisons au quotidien pour rassembler le plus largement possible, pour que le 5 décembre soit une date mémorable et que le préavis de grève de la fédération, qui a été relayé par d'autres syndicats, soit partout un préavis reconductible. Nous ne gagnerons que si, dans toutes les collectivités, tous les fonctionnaires, tous les salariés du privé cessent le travail pour faire comprendre à ce gouvernement qu'il ne peut pas démolir tout ce que nous avons gagné, obtenu par les luttes, par toutes les luttes qui datent. À la sortie de la guerre, le pays était dans un état désastreux. Nous avons réussi à mettre des choses en place. Ce qui a été réussi à mettre en place, nous devons le maintenir. On ne peut pas faire autrement, parce que demain, ça sera la misère, la précarité, pour les jeunes, pour les salariés, pour les retraités. Et ça, c'est pas possible. On appelle à la lutte reconductible.
La parole est à Paul Hems au micro 1 et se prépare Mélanie Martigues au micro 1. Il y a un problème de micro? Non, ça va, c'est bon. La camarade, hier, se plaignait qu'il n'y a pas beaucoup d'interventions féminines, doit être contente. Aujourd'hui, il y a quand même beaucoup de femmes qui interviennent, et tant mieux. Ça veut dire aussi que la CGT, c'est la CGT des femmes, comme elle l'a toujours été, et depuis même sa création. Pour le 5 décembre, j'invite chaque syndicat à faire ce qu'on a fait nous. Chaque employeur, nos employeurs, même s'ils nous disent qu'ils ne sont pas responsables de la retraite, c'est une question qui relève du ministère. Chaque employeur peut jouer sur nos rémunérations, sur nos conditions de travail, sur nos promotions. Il peut donc jouer sur notre retraite. Poser des préavis locaux dans chaque structure. Vous serez au moins entendus. Sur la question des services publics, pour revenir un peu à hier, j'exprime souvent que nous, on a des élus qui jouent Janus. Après Néron, après Brutus, voilà Janus. Ils ont un langage politique de défense des usines. Ils vont aux portes des usines manifestantes dire on va défendre l'emploi, etc. Et ces mêmes élus se comportent comme des vrais salopards dès lors qu'ils sont employeurs. On en est tous victimes. Et comme je le disais encore ce midi au restaurant, nous avons un pouvoir magnifique. Nous pouvons élire nos employeurs au municipal, au départemental, au régional. Nous avons ce pouvoir-là. Utilisons-le, faites-le utiliser. Mon intervention porte essentiellement sur la question de la mixité. Je suis mandaté aussi pour ça par mon syndicat. Désolé les filles, je suis un mec, mais la question de la mixité, ça m'intéresse aussi. Parce que dans mon syndicat, on a créé un collectif mixité. On a des militantes qui ont fait le travail, qui nous ont convertis, qui nous ont éveillés, et ils nous interpellent tous les jours. Créez des collectifs mixité dans votre syndicat, ça vous aidera partout. C'est devenu pour nous un axe militant majeur, parce qu'il y a tout à gagner. La CGT ne peut s'exclure de ce qui traverse la société, et elle ne peut oublier 50% du salariat, représenté essentiellement par les femmes, qui se concentrent à elles seules la plupart de la précarité. Je suis occupé de lire un bouquin qui s'appelle « Féministes de la CGT », dans lequel on nous rappelle que dès 1895, dès Limoges et en 1910, des comités syndicaux de lutte pour les femmes existaient. Ils ont disparu, on me demande pourquoi, il faut les recréer. Le féminisme doit être une dimension de la CGT. Parce que la lutte pour le droit des femmes, pour l'égalité salariale, est une question syndicale. Elle est primordiale. Et ne nous illusionnons pas, dans le service public, on peut croire à l'égalité de traitement, c'est une erreur majeure. Oui, un assistant social sera payé au même salaire qu'une assistante sociale, et réciproquement. Sauf que, cadre A contre cadre A, un ingénieur sera forcément payé plus cher. Et ils ont le même niveau d'études et le même niveau de diplôme. Cherchez l'erreur. Il faut donc créer des collectifs. Il faut créer des collectifs et utiliser la formation syndicale. Nous y croyons énormément parce qu'il faut éveiller les consciences. Et comme le disait Philippe dans son discours, avant de dire aux autres ce qu'ils doivent faire, faisons-le à l'intérieur. Luttons aussi à l'intérieur contre les violences sexistes et sexuelles, contre le machisme ambiant, contre nos déviances. Intégrons réellement la dimension des femmes. Participons aux manifs du 23 novembre. Je conclurai sur une seule phrase. On nous a parlé de pas de facho à la CGT. Nous disons ni facho, ni macho. La parole est à Mélanie Martigues, au micro 1, et se prépare Isabelle Schwartz au micro 1. Le micro 2, pardon.
Bonjour, donc Mélanie Martinez du Conseil départemental du Val-de-Marne. Et c'est mon premier congrès, donc je suis un peu stressée. Donc là, j'interviens sur la fiche numéro 3 concernant l'égalité femmes-hommes. Nous n'avons pas pu porter d'amendement sur ce sujet. Cependant, après lecture du texte, nous nous apercevons qu'il est mis entre parenthèses la lutte contre les violences sexistes et sexuelles. Or, pour nous, c'est un sujet à traiter pleinement à part de la question salariale. Nous combattons toute forme de violence. Ce sujet est au cœur de l'actualité. Depuis le début de l'année, nous sommes à 136 féminicides. Et si pour certains ce n'est qu'un chiffre, pour nous ce sont des vies humaines détruites. Oui, il faut créer des collectifs égalité, mixité dans tous les syndicats, mais avec un référent qui soit en lien avec la fédération et la confédération. Et il faut impulser des journées d'études et d'information sur tous les types de violences et faire connaître les revendications de la CGT à ce sujet. On demande à avoir un matériel spécifique à destination des agents, à avoir par exemple des affiches, et il en existe au niveau confédéral qu'on a du mal à avoir. On doit pouvoir libérer la parole à ce sujet au sein de nos services. Et je terminerai par quid des luttes LGBT. La CGT a pour ambition de porter un changement de société et pas seulement qu'à travers les relations de travail. Plusieurs camarades ont fait des propositions. Y aura-t-il des réponses à celles-ci? Merci. La parole est à Isabelle au micro 1 et se prépare Marc Jarosevich au micro 1. J'ai mal. Parle au micro. Bonjour, Isabelle Schwartz. Ah, il faut que j'avance un peu plus. Oups. Je n'ai pas vu en plus. Isabelle Schwartz du Lot. Nous portons soutien à Jérôme Delmas, notre secrétaire départemental condamné pour avoir manifesté et levé des barrières lors d'une action le 28 juin à Cressensac. Alors que la colère ne cesse de grandir face à l'augmentation des injustices sociales et le mépris que porte le gouvernement de M. Macron et du patronat, la répression syndicale est une bataille, est utilisée comme une arme politique pour créer la peur de s'engager, de résister, de lutter pour les droits de tous. Le 31 octobre, Hervé Haussin, secrétaire général de l'UD 93, a été arrêté et mis en garde à vue. Son crime manifesté pour le développement du service public avec une banderole. Ne laissons pas ces atteintes s'aggraver aux libertés syndicales, au droit de manifester, à la démocratie se développer. Ensemble, agissons face à l'injustice. Il n'y a pas de conquête sociale, salaire, emploi, retraite, protection sociale, sans liberté syndicale. Halte à la criminalisation des actions syndicales. L'intersyndicale CGT du Lot appelle à un rassemblement le vendredi matin 13 décembre pour défendre Jérôme Delmas, pour défendre les libertés syndicales et les droits de manifester. Merci. La parole est à Marc au micro 1 et se prépare Julien Crevel au micro 1. Ah, c'est mon premier congrès aussi, voilà, j'ai rédigé. Donc je prends la parole pour expliquer brièvement ce que sera le sort des camarades ici présents qui sont fonctionnaires, qui sont dans les services publics si on ne se bat pas pour les sauvegarder et pour qu'on revienne en arrière parce qu'ils sont en très mauvais état. Parce que voilà, je suis à Veoliao. Il y a eu un camarade ce matin et il y a eu un camarade de la Lyonnaise Suez là, qui est à ma droite aussi qui a pris la parole. L'eau est devenue est une marchandise. Nous subissons chez Veoliao et chez les concurrents la marchandisation et c'est le personnel et la clientèle dont nous faisons partie qui ont fait les frais.
Nous ne sommes pas bénéficiaires ni quoi que ce soit. Alors, dans ces entreprises, quelle que soit leur taille, les dirigeants et les actionnaires, avec souvent la bénédiction, voire la complicité des élus politiques, jouent au Monopoly avec le personnel, les effectifs, les statuts, les conditions de travail, les salaires et rémunérations, etc. Nous, les salariés de ces entreprises de prestation de services et de délégation, embauchés ou précaires, sommes otages de ce système de maquignon, en plus des restructurations et des plans sociaux qui se succèdent, comme chez Veoliao. 3 PSE, des plans de sauvegarde de l'emploi, chez nous, on dit des plans sociaux avec des licenciements, et 4 plans de départ volontaire en 8 ans, soit 16 000 salariés. Il y a 8 ans, aujourd'hui 12 000. En fonction des pertes et des gains des contrats, nous sommes mutés ou échangés, alors que pendant ce temps, les actionnaires engrangent toujours plus de dividendes. Et que les patrons gagnent du fric en fonction du but atteint dans leur politique antisociale et antisyndicale. Je parle de la CGT. Quant aux élus, beaucoup ne voient que le prix des contrats sans se soucier du personnel, des salaires et des conditions de travail et éventuellement des avantages électoraux qu'ils peuvent en bénéficier. Évidemment, ceux-là, ils ne sont pas près de la CGT. En plus, toutes ces entreprises comme Veoliao ou Suez n'hésitent pas à pratiquer tous les moyens pour tirer les prix toujours vers le bas et engranger davantage de profits, en créant des sociétés dédiées où le personnel voit ses effectifs diminuer et ses avantages fondre, car n'appartenant plus au groupe, avec tout ce que cela sous-entend, et notamment la lutte des syndicats, car nous avons aussi gagné, bon, en Normandie, on a fait un très mauvais score, mais au niveau national, on vient de faire les élections, et comme chez les camarades de la Lyonnaise Suez, la CGT a gagné. En plus, sur la précarité en emploi de la sous-traitance, qui est en perpétuelle expansion et où le personnel est exploité avec des salaires encore plus bas que nous, il faut le faire, et des cadences infernales dans des contrats précaires, renouvelés en fonction des besoins des sociétés comme Veoliao, la Lyonnaise Suez, etc. Et que ces sociétés se les échangent, et pour lesquels ils ne seront jamais embauchés, sans compter qu'ils avancent les frais sur leurs véhicules, etc., donc sur leur salaire de merde. Voilà. Donc c'est un résumé de ce qui se passe chez Veoliao, à la Lyonnaise Suez, à la Sœur, etc. Et voilà. Donc si nous ne voulons pas nous voulons un service public de l'eau et que les services publics ne deviennent pas comme c'est le cas à Veoliao et à la Lyonnaise Suez. Tous pour le 5 décembre, camarades. Merci Marc pour cette très jolie première intervention. La parole est à Julien Crevel au micro 1 et se prépare Mathieu Rouanet. Chers camarades, je vais faire un rapide retour sur les débats de ce matin et rappeler l'importance du soutien et du rôle de la fédération. Je porte donc la parole du syndicat de Garges-les-Gonesse ici présent qui a engagé une lutte en entre 2010 et 2012. C'est bien la mutualisation de la fédération qui a permis aux camarades de gagner la guerre contre le contrôle biométrique des horaires des agents par le gabarit des doigts. Cette victoire a une portée nationale, que ce soit dans le public comme dans le privé. Les camarades, c'est donc bien par la lutte et par l'efficacité de nos structures qui permet à tout le monde des victoires collectives. C'est pourquoi je remercie au nom du syndicat de Garges, notre fédération. Pour revenir, camarades, sur les discussions en cours, les syndicats du 95 demandent les précisions sur l'intégration des primes dans le régime indemnitaire. À notre sens, si l'intégration des primes doit se faire, elle doit se faire par le haut, les camarades, et permettre à chaque agent de percevoir le même niveau de prime sur le territoire, sans que les plus hauts régimes indemnitaires existants ne soient lésés.
Rappelons-nous, les camarades, que la vraie bataille, c'est sur l'augmentation du point d'indice, l'augmentation des salaires et de la disparition des primes, car c'est bien le point d'indice qui garantit l'égalité de traitement entre tous. Un dernier point, mes camarades, nos syndicats du Val d'Oise revendiquent également la prise en compte des congés parentaux pour le calcul des droits à la retraite. Notre délégation salue, remercie Natacha et Philippe pour leur intervention d'hier et aujourd'hui, qui a recentré tout le monde sur nos vraies valeurs. Merci à tous, merci les camarades et tous ensemble. Mathieu Rouanet au micro 1 et se prépare Yves Couston au micro 3. Oui, alors je ne savais pas que mon collègue de Veolia allait intervenir juste avant moi. Bon, donc je vais essayer de traduire 2-3 trucs. Essayer d'être un peu moins passionné. Oui, alors le secrétaire général a dit tout à l'heure que le management 2019, ça, vous savez, le management qui est dans le privé, qu'on revendique comme étant exceptionnel et hyper productif, il a dit que ça ne marchait pas. Alors effectivement, je vous le dis, ça ne marche pas. Et alors, quand vous dites dans vos interventions, on risque de, ou on va peut-être... Non, c'est certain, vous allez vers ce que nous, on vit, si vous n'arrivez pas à défendre votre statut, etc. Qu'est-ce qu'on vit? Vous avez des open space. J'essaie d'être un peu concret pour que vous imaginiez vraiment comment ça se passe. Vous avez des open space avec 50-60 personnes qui répondent au téléphone et aux clients. Elles sont chronométrées, ces personnes, avec un chef de service dans une bulle vitrée qui les écoute, qui les surveille. Elles sont minutées, secondées. Elles ne peuvent pas aller faire des pauses aux toilettes, etc. C'est impressionnant à voir, c'est des écrans géants. Elles savent combien il y a de clients en attente, combien il y a de clientes faits, combien... Et sur tout ça, il faut qu'elles vendent des assurances, il faut qu'elles vendent tout un bordel. Les agents sur le terrain sont géolocalisés dans les véhicules. Ça veut dire quoi être géolocalisé? Je ne sais pas s'il y en a chez vous qui l'êtes. Oui, nous, oui, mais... donc, vous savez exactement où est le véhicule à la seconde. Il y a 2 mois, 3 mois d'enregistrement dans les appareils. On peut remonter facilement sur tout ce qui a été fait dans les journées, etc. Donc, c'est de la surveillance pure. C'est invivable. On est ordonnancé aussi. Donc, ils ont créé des grands services soi-disant pour s'occuper des agents de terrain, pour leur dire tu vas aller là, tu vas aller là, tu vas aller là, et en fait optimiser au maximum, mais en réalité ça fonctionne pas, ils font que des allers-retours, ils se retrouvent des fois à 2 sur la même intervention. Je vais essayer d'aller encore plus vite. Ce que je voulais vous dire, c'est que ça se transforme par quoi? Avec un taux d'absentéisme supérieur à 4,75%, donc pratiquement à 5%, des recrutements bloqués, ça fait 5 ans qu'il y a des recrutements bloqués, 10% d'intérimaires dans les effectifs totaux. Et alors, si ça fonctionnait, on ne devrait pas en être avec un taux d'absentéisme, on ne devrait pas avoir des embauches bloquées. Si ça fonctionnait comme ils le disent, l'action, puisque c'est ça qui les intéresse, est passée de 24 € à 12 €. Si ça fonctionnait, je pense que les investisseurs se précipiteraient. Les entreprises refusent des contrats à perte. Là où avant, ils étaient obligés d'accepter certains contrats à perte, un petit peu comme le service public qui doit le faire. Et les salaires sont complètement bloqués. C'est du clientélisme en fait. Si vous voulez augmenter ou si vous voulez machin, vous êtes obligé ça passe par du clientélisme. Alors, ce que je voudrais dire aussi, c'est que tous ces grands patrons sont dans tous les conseils d'administration de toutes les grosses boîtes. Ils se retrouvent tous... donc, si vous voulez, c'est de l'idéologie en fait qui est en train de se mettre en place. C'est une idéologie implacable. Alors après, vous avez dit aussi ce matin qu'ils étaient déconnectés de la réalité et qu'ils sont, ils sont déconnectés de la réalité. Ils vont vous avez dit qu'ils allaient dans des hôpitaux privés, etc. Alors, je ne suis pas d'accord, ils ne sont pas déconnectés de la réalité parce que nous aussi, on les déconnecte de la réalité volontairement. Quand il y a des inondations dans la région et qu'on se démerde pour aller nettoyer les routes là où va passer le ministre, je pense qu'on pourrait faire différemment. Quand ils vont dans les hôpitaux, c'est bizarre, on leur donne une chambre VIP où ils sont seuls.
je pense que nous, tous les agents de partout, je pense qu'on devrait refuser ce genre de truc. On enlève vite les poubelles parce que le ministre arrive, on nettoie les locaux parce que je ne sais pas qui va arriver. Enfin voilà, je pense qu'on pourrait faire refuser de faire ce genre de truc. Et ensuite, pour le 5 décembre, je voudrais vous dire que dans le privé, pour la première fois, j'ai vraiment le sentiment qu'il y a énormément de monde qui vont nous suivre, même dans le privé. Donc je pense que ça va être assez costaud. Et ensuite, à la Fédé, je voulais vous dire que dans la fiche 1, fiche 2, fiche 3, fiche 4, le privé n'apparaît très très peu. Donc je voulais simplement vous dire que si tu prends mes cotisations, je veux être dans ton truc d'orientation. La parole est à Yves Couston au micro 3 et se prépare Anne-Marie Sanchez au micro 2. Donc, syndicat du Conseil régional PACA, mandaté par les syndicats des territoriaux du 84, sur l'intervention de mon CICIAR, secrétaire général Philippe Martinez, par rapport aux interventions et au soutien du camarade du 93, je tiens à soutenir énormément les camarades du secrétariat de l'UD13 qui ont pris des peines de prison pour manifester contre le fascisme à Marseille le samedi. Les syndicats du département du 84 organisés en CSD soutiennent aussi le secrétaire général de la Fédération du commerce qui s'est fait aussi convoquer au commissariat pour avoir fait des actions de lutte de classe dans les grandes surfaces qui nous prennent le CICE tous les jours et qui nous volent tous les jours cette putain de grande surface commandée par les impérialistes et les capitalistes qui se régalent. Sur la partie 1, donc pour revenir sur la partie 1, les amendements que la CSD du 84 a déposés, nous sommes très fiers, même si la CSD 84 a posé des amendements pour l'affiliation de la Fédération des services publics à la FSM, nous pouvons nous réjouir sur l'article, sur l'introduction qui a été pris en considération par la Fédération, où on dit en cohérence avec les décisions du 52e Congrès confédéral, la Fédération CGT des services publics œuvre pour des relations syndicales internationales sans ostracisme, excusez-moi c'est l'appareil dentaire, je suis incendant, dans le respect des histoires de chaque organisation et pour boussole l'objectif du combat contre l'exploitation capitalisme. Merci la Fédération. Donc quand même, sur le statut, franchement, quand on est dans le Vaucluse, quand on voit les mairies, on a la vérole, on a la contamination, on a la gangrène. Le Front National, il prend les mairies, il prend toutes les mairies. Petit à petit, il y en a 3 dans le département du Vaucluse. Le jour où les fonctionnaires territoriaux ils seront au service des élus et non de la population, je vous garantis que la police municipale de ces putains de municipalités de droite et fascistes, ils vont nous tirer dessus. Donc je vous le dis, mes camarades, conservons notre statut de la fonction publique parce que c'est pour les usagers une protection. C'est la seule protection qu'ils ont les usagers par rapport à la fonction publique. Je viens d'apprendre, d'autre part, par rapport au téléphone, je viens d'avoir une consultation du CCN sur le fait qu'il faut continuer à vouloir convaincre les impérialistes, ceux qui nous gouvernent, les capitalistes, de savoir s'il faut encore que la CGT elle aille essayer de convaincre ces comme on dit à Marseille, ces enfoirés. Non, c'est bon quoi. Il faut convaincre les travailleurs. Il faut convaincre les travailleurs que le 5, c'est pas la grève du 5, c'est la grève reconductible. Et qu'il faut qu'on ait des stratégies. Et on a mis en place dans les Bouches-du-Rhône, dans le Vaucluse, on va faire des grèves, mais c'est pas le 5 qu'on va y aller. Mais on va y aller dur, et on va y aller dur, et on va la toucher l'économie. Et je vous le dis qu'on est plus nombreux qu'eux. Et je vous le garantis quoi. On a un congrès là, qui se tient là, et on va les niquer, les putains de capitalistes à la con, qui nous nuisent, qui nous font mourir, qui nous emmerdent. Et ça là, dans ma boîte, ça là, c'est le symbole du MEDEF. Vous comprenez? Donc ça, il faudrait l'éradiquer aussi. Voilà, merci. La parole est à Anne-Marie Sanchez au micro 2 et se prépare Sylvie Perron. Bonjour à toutes et tous, chers camarades. Alors, c'est difficile de passer après une telle intervention, mais je vais quand même essayer. En quelques mots pour me présenter, car c'est ma toute première participation à un congrès de la CGT, qu'il soit fédéral ou confédéral. Donc, je m'appelle Anne-Marie Sanchez et je suis syndiquée à la CGT depuis 2007. Mon adhésion relève à la fois d'un attachement aux valeurs de la CGT qu'aux personnes qui composaient alors le syndicat au Grand Lyon. Si je suis restée malgré les changements dus au départ en retraite d'Armand Creuse puis Dominique Raquin,
C'est parce que les valeurs fondamentales de notre organisation ont toujours primé pour défendre les droits des agents au niveau local et pour mener les batailles nationales telles que, pour ne citer que les dernières, la lutte contre la loi El Khomri, la lutte contre la réforme de la fonction publique et aujourd'hui la lutte contre la casse du système des retraites. Aujourd'hui, je suis secrétaire générale du syndicat UFICT de la métropole de Lyon et je suis déléguée pour représenter mon syndicat et le syndicat ouvrier CGT Métropole de Lyon avec lequel nous sommes constitués en groupement. Concernant le document d'orientation, nous avons bien travaillé et je suis contente de constater que certains des amendements que nous avons proposés ont été acceptés et repris. J'ai bien conscience qu'un tel document représente une somme d'heures de travail et que par son importance, il ne peut cependant pas répondre à toutes les attentes. Et puis, tout ne peut pas être écrit et c'est bien dans le travail au quotidien que nous contribuerons à le compléter et à faire avancer des sujets pour notre avenir. C'est vrai, pour certains sujets, je reste un peu dessus, car on ne va pas assez loin. Par exemple, je suis persuadée que sur la problématique du changement climatique, si elle est abordée de manière beaucoup plus approfondie que dans le document de travail, je pense que nous devrions aller encore plus loin, parce que si des changements rapides et majeurs ne sont pas apportés dans nos manières de produire et consommer, les conséquences dramatiques vont nous percuter dans quelques années dans nos modes de faire, ainsi que dans les services que nous devrons rendre au public. Les services publics vont être les premiers impactés par les difficultés sociales et de qualité de vie que rencontreront nos concitoyens et nous-mêmes, et nous devrions dès aujourd'hui nous organiser pour établir un rapport de force crédible et soutenu afin que les décideurs politiques prennent enfin les bonnes décisions. Mais j'ai conscience que cela nécessite encore de réfléchir. Enfin, ce qui transcende l'ensemble de ce document, c'est bien la lutte contre le système néolibéral qui est et reste le seul responsable de l'ensemble des désordres, difficultés et graves problèmes que le peuple est obligé d'affronter. Merci beaucoup. C'est à Sylvie Perron au micro 3 et se prépare Frédéric Obis. Sylvie, conseil départemental du Finistère. Alors moi je souhaite intervenir sur un sujet qui est paradoxalement peu abordé et qui pourtant envahit nos vies. C'est le sujet du numérique. C'est là que se font aujourd'hui les grandes fortunes. Les dirigeants des GAFAM, donc Google, Amazon, Facebook, Apple et Microsoft, détiennent un pouvoir absolument immense. Or, un parmi d'autres moyens de lutter contre ces multinationales, c'est de se passer d'elles. Aujourd'hui, c'est possible. Il existe des alternatives. Ce sont ce qu'on appelle les logiciels libres. Alors, ce sont des logiciels qui n'appartiennent pas à une société. Ce sont des biens communs. Vous en connaissez sûrement. Firefox, qui permet d'aller sur Internet. LibreOffice, une suite bureautique. Et dans la même mouvance, même si ce n'est pas à proprement parler un logiciel, il y a Wikipédia. L'idée centrale de tout ceci, c'est le partage et la non-centralisation. Des associations à but non lucratif et avec peu de moyens proposent des services en ligne dans le même état d'esprit. Ça pourrait être des services publics d'aujourd'hui. Pourquoi nos collectivités ne proposent-elles pas des stockages de données, ce qu'on appelle le cloud, des albums photos, des agendas partagés? On n'est pas obligé de passer par Google, avec toute la marchandisation des données qui va avec. Par ailleurs, dans notre fonctionnement syndical, aussi, on pourrait réfléchir à mettre les outils qu'on utilise en cohérence avec nos idées. Les gens sont très méfiants par rapport aux organisations et on gagnerait en crédibilité, notamment auprès des jeunes, en montrant l'exemple. Vous connaissez peut-être Framadat, qui permet de trouver une date de réunion qui convienne à tout le monde. C'est bien mieux que Google machin, mais un CGT date, ça aurait encore plus d'allure. Et c'est motivant de se battre en construisant quelque chose qui correspond à nos idées, d'apporter notre petite pierre à l'édifice d'un nouveau monde. Ça change de se battre toujours contre, on peut construire des choses. Alors évidemment, ça ne se fait pas en un jour, ça demande du temps, ça demande de la formation. Mais le blocage récent des comptes Facebook de Sud et de CGT Cheminots nous montre qu'il est nécessaire d'avoir la maîtrise de nos outils
et de ne pas être dépendant de ceux de nos ennemis. On ne distribue pas un tract avec la voiture du patron. Alors, si vous voulez en savoir davantage, vous trouverez un document qui s'appelle « Les logiciels libres, ça nous concerne à la CGT » sur cgt-cg29.fr. Et je pense qu'on marquerait vraiment des points si la CGT s'engageait dans ce sujet, quoi. Alors oui, et puis pour répondre aux copains de tout à l'heure qui disaient que je devais être contente parce qu'il y avait plus d'informations de femmes, eh ben, faut croire que je dois être syndicaliste parce que non, je ne suis pas encore satisfaite. C'est vrai qu'il y a plus de femmes qui sont intervenues qu'hier, mais on est encore loin du compte. Il y a encore 2 fois plus d'interventions hommes que femmes. Alors hier, j'ai dit, mesdames, prenez la parole. Peut-être qu'il faut que je m'adresse aux messieurs. Laissez un peu la parole. La parole est à Frédéric Aubis au micro 1 et se prépare Hélène Arciveau. Déclaration du comité des syndicats CGT de la ville de Paris. Camarades, nous sommes ici réunis en congrès pour décider des orientations et du fonctionnement de notre fédération durant les 15 prochaines années. Une fois de plus, les débats de notre organisation s'inscrivent dans un contexte social complexe. Mais comment ne pas y voir cette fois une dimension historique? La santé, le logement, l'éducation, ainsi que toutes les sources d'épanouissement voient leur accès de plus en plus restreint pour le plus grand nombre. Des attaques inédites contre le droit du travail, contre les services publics et la fonction publique, contre les statuts, contre les retraites et la protection sociale. Inédites car elles remettent radicalement en cause les fondements de ceux-ci et parfois même leur existence. La réforme des retraites et la loi de la transformation de la fonction publique sont bien les nouvelles étapes déterminantes d'une longue série de destructions sociales programmées et déjà mises en place. Ces réformes en cours sont systémiques. Elles sont conçues de façon à apporter une victoire décisive au capital. Avec elles, ce sont les derniers remparts institutionnels au libéralisme décomplexé qui tomberont si la réponse du mouvement social n'est pas à la hauteur. Nous sommes tous à travailler les solutions qui permettront la construction d'un rapport de force durable et conquérant. Ce même rapport de force qui nous fait défaut depuis des décennies. Mais, nous le savons bien, l'accroissement des inégalités qui fait plonger une énorme partie de la population dans la précarité, les misères sociales, le recul des droits ne déclenchent pas automatiquement une hausse de la syndicalisation et des mobilisations. Pourtant, nous avons connu en 2018 la naissance d'un mouvement de masse populaire spontané qui a vu faire vaciller le pouvoir par son ampleur et la radicalité qu'il portait. Bien sûr, avec toutes ses limites et parfois même ses dérives, mais finalement l'expression d'une volonté de changement profond d'une part importante de la population, alors qu'elle était très souvent éloignée de toute expérience de l'action collective. Ce mouvement des Gilets jaunes a interrogé toute la CGT sur ses propres difficultés, même si cela a pu paraître désagréable à certains camarades qui ont préféré rejeter l'ensemble du mouvement à ses débuts. C'est bien de notre responsabilité à tous de l'analyser de façon pragmatique et indépendante face au matraquage politique qui est fait autour. L'analyse concrète de la situation concrète. Nombre d'entre eux sont éloignés du syndicalisme, très souvent à cause de la désertification syndicale dans les petites entreprises, parfois par rejet de ce qui est vécu comme trop institutionnel, mais aussi par manque d'outils d'analyse. Nous avons à convaincre, à organiser, en redonnant des perspectives aux salariés, mais aussi à nos propres syndiqués. Pour cela, il sera indispensable d'améliorer notre grille de lecture et d'oser faire le bilan du syndicalisme rassemblé. Nous sommes à la croisée des chemins. À notre capacité à impulser les luttes qui s'annoncent va être déterminante. Le comité des syndicats CGT de la ville de Paris a engagé ses forces au plus près des salariés dans toutes les directions de la ville. Pour les réunions d'information syndicale, la distribution de 30 000 tracts, un parrainage dans les cantines, différents services, ainsi que lors du dernier Conseil de Paris le 12 novembre.
Pour être victorieux sur les retraites, le statut, la fonction publique et stopper la répression syndicale, nous devons faire du 5 décembre le blocage des territoires. En parlant de répression, 2 camarades ici présents en ont subi toutes les conséquences pour avoir participé à une action collective interprofessionnelle CGT le 25 mai 2018. La maire de Paris les a licenciés. Depuis 17 mois, Jean-Jacques et Christian se battent avec leurs syndicats pour obtenir leur réintégration et laver leur honneur. Ils ont récemment proposé à la CEF l'organisation d'une initiative qui permettrait de lier et de mettre en lumière 3 thèmes dans le cadre de la préparation du 5 décembre. La réforme des retraites, la loi de transformation fonction publique, la répression syndicale. Nommés le Tour des luttes, nos 2 camarades partiront à vélo à la fin de ce congrès pour relier Paris en 14 étapes. À chaque étape sera organisé un débat et des rencontres avec les organisations CGT locales. Cette proposition a été chaudement accueillie par la direction fédérale sortante. Nous sommes très satisfaits que le rapport de Natacha ait intégré cette initiative et que le Congrès la fasse sienne. Vive la CGT, vive le Congrès, merci à tous. Merci. La parole est à Hélène Arciveau et se prépare Anthony Péchereau. Allô? Ah oui, c'est bon. Bonjour, Hélène Arciveau, syndicat des territoriaux de La Rochelle, Charente-Maritime. L'inégalité de traitement des femmes dans le monde du travail est indéniable. Plus de précarité, déroulement de carrière plus compliqué, rémunération moindre, discrimination du fait de la parentalité, violence, harcèlement et agissements sexistes au travail. C'est tout à l'honneur de notre fédération que de prendre en main cette question essentielle et d'actualité. Mais agir sur le plan professionnel ne suffit pas. Il s'agit bien là d'une question de société. Notre fédération a cette volonté de vouloir créer un collectif Femmes Mixité, déjà en place dans notre confédération. Pour le syndicat des territoriaux de La Rochelle, cette question sociétale ne peut pas être qu'une question de femmes. Par conséquent, ce collectif doit se construire autour d'une réelle mixité de femmes et d'hommes. Gagner l'égalité entre les femmes et les hommes implique un réel changement de vision de société. Il n'y a pas que le travail qui discrimine. Nos institutions, nos pratiques, nos coutumes doivent être bouleversées. Quelle que soit la sphère professionnelle, familiale, il s'agit bien là de l'affaire de toutes et de tous, dans notre quotidien de militants, mais aussi de citoyens. Être moteur dans la construction d'une société dépossédée des dogmes du patriarcat, voilà où doit se placer notre CGT. Merci. La parole est à Anthony Péchereau au micro 4 et se prépare Christian Leroy. J'arrive. Donc Anthony Péchereau, je représente plusieurs syndicats de la Charente-Maritime. Dans notre combat contre ces attaques historiques envers notre formidable modèle social et solidaire, notre CGT pose avec raison ses exigences. Affirmer la retraite dès 60 ans, pénibilité, années d'études, égalité salariale, etc., etc., nous y adhérons. Mais cela n'est pas si simple. Si je fais le choix de travailler 2 ans, je partirai à 60 ans à taux plein. Après avoir posé à de multiples reprises la question, la réponse est non, une décote serait appliquée. Mais alors, si les annuités ne sont pas prises en compte, quel système de différenciation du non-travail subi et du non-travail choisi revendique-t-on? Nous ne le savons toujours pas. Nous entendons trop souvent ce discours réducteur. Ce que les salariés veulent savoir, c'est à quel âge ils partiront et avec combien. Non, les salariés, nos collègues veulent comprendre. Et il est de notre responsabilité de leur répondre, de leur expliquer, de mener la bataille des idées. Il est de notre responsabilité de présenter un projet clair, précis et abouti. Nous considérons qu'il est cavalier de nous envoyer dans cette bataille des idées sans répondre clairement à ces questions. La bataille des retraites est lancée, camarades. Au-delà des retraites, c'est notre bien commun, notre protection sociale, notre vision sociétale que le grand capital veut écraser.
C'est une véritable guerre de classe qui s'engage. Elle sera dure, violente. Il faut en prendre conscience. La classe ouvrière n'a d'autre choix que de se sauver elle-même. Nous y sommes prêts. À partir du 5 décembre, nous mènerons cet affrontement. Vive la classe ouvrière, vive la lutte des classes et vive la CGT. Christian Leroy. Ça ne marche pas. Ah, c'est bon. Secrétaire général de la ville de Tréguier, dans les Côtes-d'Armor, CSD 22. En 2012, Hollande disait « Mon ennemi, c'est la finance ». Nous l'avons vu. En 2019, Macron pourrait dire « Les banques et les actionnaires sont mes amis ». Que faisons-nous, camarades? Les riches, toujours plus riches. Les pauvres, toujours plus pauvres. La France, grand pays, avec des valeurs égalitaires, sociales, avec un service public de qualité qui se dégrade d'année en année, de mois en mois, de jour en jour, d'heure en heure. Quoi qu'on en dise, les services publics, ce n'est pas un coût. Non. Les services publics sont une richesse qu'on nous envie dans le monde entier. Et nous sommes fiers d'être fonctionnaires. L'envie du gouvernement, c'est de détruire les services publics jusqu'à son extinction définitive. Qui en paiera les conséquences? Qui s'occupera de nos enfants, de nos jeunes, de nos usagers, des actifs, des retraités, de nos anciens? Oui, camarades, les services publics ont un coût. On l'entend tous les jours dans les médias, à la botte des plus riches. Mais ce coût n'a pas de prix. C'est une richesse. Disons la vérité aux Français. Camarades, nous devons être prêts au combat. Êtes-vous prêts au combat? Un combat d'une grande violence, avec de multiples attaques, privées et publiques. Nous ne devons pas perdre ce combat. Nous devons gagner, gagner pour le bien de tous. Pour conclure, j'ai une pensée particulière pour tous les agents des EHPAD qui, tous les jours, s'échinent à la tâche pour donner un peu de dignité à nos anciens. Je répète, pour donner un peu de dignité à nos anciens, avec le peu de moyens qu'ils ont, et une grande majorité de femmes qui y travaillent. Demain, ce sera nous. Nous serons confrontés à cette situation. Qu'allons-nous faire? Ne laissons pas cet héritage à nos enfants, à nos petits-enfants. Dès maintenant, il faut changer le cap de la Macronie. Camarades, réveillons-nous, ouvrons les yeux aux usagers. Moi qui viens du bord de la mer, des Côtes-d'Armor, près de la Manche, je vous le dis, ne vous laissez pas, par ce gouvernement, nous débissuser. Nous ne sommes pas des moules, nous sommes des hommes, des femmes, des fonctionnaires, des privés. Tous ensemble, nous pouvons gagner. C'est maintenant qu'il faut se battre. Merci. La parole est à Valérie Marc, au micro 3. Bonjour camarades. Alors non, ce n'est pas mon premier congrès. Voilà. Donc merci aussi. Mais j'ai quand même un peu l'angoisse d'affronter tous ces regards et toute cette... Alors, c'est la dernière intervention, je crois aussi en plus, vous devez être fatigués. Nous, ce qu'on devait dire, c'est... Alors, pour mon intervention au nom du syndicat CGT du département des Bouches-du-Rhône porte sur le nécessaire lien qu'on doit faire entre la loi de transformation de la fonction publique, passée complètement sous silence en plein été où elle a été publiée et tout, en plein cœur de l'été, et le projet de destruction de notre système de retraite. Car si demain la fonction publique est vidée de ses fonctionnaires et remplacée par des contractuels, pourquoi maintenir un système de retraite spécifique? Évidemment, il n'y en a plus besoin. Or, cette lisibilité-là n'est pas évidente pour tous. Pour preuve, sinon un appel déposé par notre fédération qui a été lancé cet été ou au tout début septembre d'une motion auprès de nos élus
il n'y avait pas à notre connaissance, ou très peu, de textes, de tracts, de discours qui fassent connaître ce double enjeu. Alors, pour preuve, c'était pas si facile aussi, au sein de ma CE dans les Bouches-du-Rhône, il a été extrêmement difficile à la sortie de l'été de faire connaître ce texte donc, de transformation et d'exiger que pour l'appel au 24 septembre, il y ait déjà quelque chose qui fasse lien dans le texte d'appel contre ce projet de réforme. De même, ce que pose cette loi au-delà de tout ce qu'ont dit les camarades, et je les remercie, c'était suffisamment clair pour que j'y revienne pas, c'est catastrophique au niveau du devenir de notre société, on le sait. Mais elle s'attaque aussi à notre structure syndicale, à notre représentation auprès des instances dans nos boîtes. Donc ça restreint, comme le disaient les copines, notamment Colline, le CT, le CHSCT, la CAP. Donc quel devenir pour nos syndicats? Quel devenir chez les territoriaux? Quel devenir y compris pour notre fédération? Si on partage le fait que l'urgence doit tout concentrer au niveau de la bataille contre cette réforme des retraites, il nous apparaît comme évident aussi qu'on doit tout mettre en œuvre pour lutter pour l'abrogation de la loi là, de transformation de la fonction publique. Alors, nous, on se dit, c'est que cette véhémence qu'on a tous contre ce projet de retraite, là, on ne parle plus d'un projet. Le projet de transformation, la loi de transformation, elle est passée cet été. Donc, on aimerait qu'il y ait la même niaque, la même véhémence pour non pas revendiquer dans la fiche 1, puisque ça nous paraît assez faible par rapport au niveau d'attaque contre les services publics, mais lutter contre et aller à l'affrontement et même reconductible pour obtenir l'abrogation de cette loi. Alors, nous, on dit que les services publics, c'est un objet transversal comme les retraites, que donc s'il y a la question du reconductible pour les retraites, il doit être posé de même pour obtenir l'abrogation de la loi de transformation des services publics. Nous demandons à ce que tout soit fait dans les plus brefs délais. Dans nos écrits, pour qu'il fasse état du lien évident entre les deux questions, retraite et destruction du service public, et qu'avec la même détermination, notre confédération et notre fédération fassent de l'abrogation de la loi, j'arrive pas à le dire tellement c'est insupportable, de la loi de transformation de la fonction publique, une priorité absolue. Chez nous, au département des Bouches-du-Rhône, on a voté le reconductible. Évidemment, on a fait 4 AG, on fait des tournées de service. Et je ne sais pas qui était ce fameux François à qui on devait le dire, mais eh ben c'est toi. Non, mais alors on te l'a dit. Voilà. Merci beaucoup les camarades. Vive la CGT! La dernière prise de parole est pour Jérémy Zorzer-Pépi, au micro 1. Camarades, bonjour à tous. Jérémy Zorzer du syndicat des eaux de Fontois. Alors ce matin, les débats ont été, j'ai apprécié énormément le niveau des débats. On a parlé notamment de la réappropriation. Pourtant, l'amendement 1008 concernant l'article 4, présenté par le syndicat CGT territoriaux d'Ayange, a été refusé. Cet amendement évoque la revendication de l'abrogation de la CSG. En effet, la sécurité sociale est la propriété des travailleurs, grâce à la cotisation sociale et donc au salaire différé. Ce que nous vivons est le résultat d'un processus de liquidation avec, en l'occurrence, le projet Macron-Delevoye. Si notre fédération est favorable à la CSG, nous ne le comprenons pas. À 2 semaines du 5 décembre, il est impossible de sortir de ce congrès avec un texte qui capitule sur la CSG et donc la Sécu de 45. À ce titre, nous demandons que cet amendement soit retenu. Le 5 décembre, nous allons montrer à tous les réfractaires de l'action syndicale que cette dernière est inévitable. Il faut pour ce faire que notre mot d'ordre reste axé sur les retraites et seulement les retraites. Si notre appel devient fourre-tout, ce serait alors contre-productif et non fédérateur. La Fédération des services publics doit impulser cette stratégie. Dans certaines UD,
nous constatons la volonté de rajouter des mots d'ordre pour profiter de la forte mobilisation qui s'annonce. Soyons vigilants, camarades, et ne laissons pas cette journée qui se veut populaire et surtout reconductible, enfin, virer au fiasco. Dans l'unité, nous vaincrons. Si nous gagnons les retraites, il sera plus facile de mobiliser pour la suite. Nous sommes dans la période de putréfaction du capitalisme. L'argent doit faire de l'argent, quoi qu'il arrive. L'humain ne compte plus, seulement sa force de travail. Dans cette période, la classe dominante pense pouvoir écraser, presser, oppresser, racketter le peuple sans limite. À nous de mobiliser, fédérer nos camarades pour dire stop. Ne soyons pas le syndicat de maintien des acquis que nous devenons, mais restons le syndicat de conquête sociale que la CGT a toujours été. Le nombre, c'est nous, la force, c'est nous, et ensemble nous irons chercher ce qui nous appartient. Vive la lutte des classes, vive les services publics et vive la CGT. N'ayant plus d'inscrits, je vais donner la parole à François. Bon alors camarades, le débat a été très riche, comme l'ont été les amendements que vous nous avez fait parvenir. Pour répondre à l'intervention qui a été faite par Colline du conseil départemental du Val-de-Marne, effectivement, bon, cet aspect, alors encore une fois, je reprécise que tous les éléments qu'on a adoptés, intégrés dans les congrès précédents, bien évidemment, restent valables, mais il nous semble effectivement que cet aspect de la santé et de la sécurité au travail, n'apparaissant pas du tout dans le document d'orientation et étant vraiment au centre des préoccupations de la plupart de nos camarades, hein, bon, bien évidemment. Donc, mais alors, j'ai noté la proposition de rajout, je l'ai mise où, elle doit être là. Donc voilà ce que je vous propose. Donc rajouter, donc, on verra où on le met dans les décisions, mais décide de réaffirmer la place essentielle de la santé et de la sécurité au travail en revendiquant le maintien des CHSCT et un renforcement de la médecine préventive, ce qui passe par exiger l'abrogation du décret de mars 2019 sur la nouvelle procédure de reclassement. Donc ça, cet ajout, évidemment, il sera intégré dans votre vote, parce que bon, on ne va pas avoir le temps, à mon avis, de ressortir le texte pour... voilà, hein, vous comprenez un petit peu le mécanisme. Voilà, je pense que c'était important de le faire. Après, sur la question du combat pour l'égalité femmes-hommes, vous le voyez là dans la fiche numéro 3, on réaffirme notre attachement et la volonté de la fédération de faire vivre la charte égalité femmes-hommes, qui contient énormément d'éléments, qui propose également des outils aux syndicats, dont vraiment on vous appelle à vous saisir. Cette charte, par ailleurs, on va s'en saisir, donc elle peut être également renforcée. Effectivement, l'aspect des féminicides n'apparaît pas et elle pourrait être renforcée sur cette question-là notamment. Dans un prochain CNF, il y a une camarade, je crois que notamment c'est Mélanie qui est intervenue là-dessus, qui pourrait parfaitement, bien évidemment, avec l'accord de son syndicat, rejoindre le futur collectif, je dirais, mixité, femmes mixité, qu'on a mis en place au niveau fédéral. Donc ces éléments-là pourront être enrichis, évidemment, dans les discussions et dans une prochaine instance fédérale. Parce qu'à partir du moment où on a dit, effectivement, pour ne pas faire un document trop mastoc, on rappelle nos références et donc les documents qu'on a déjà adoptés. Encore une fois, voilà, est-ce qu'il faut à chaque fois tout redétailler? Là, on change de philosophie, d'objectif et de type de document, tout simplement. Non, voilà, on a vraiment souhaité faire un document qui soit utilisable, encore une fois, dans les formations d'accueil, utilisable auprès de tous les syndiqués et faire quelque chose qui soit immédiatement digeste. Donc, vraiment, ces éléments déjà adoptés par la fédération ne sont pas remis en cause, bien entendu. Après, bon, sur la question du syndicalisme international, bon, un camarade de Vaucluse l'a fait remarquer. Je pense que la formulation qu'on a utilisée dans l'introduction permet toutes les possibilités, encore une fois, sans exclusive. Bien évidemment, je dirais, bon, Julien nous a évoqué
le fait d'avoir été invité à un congrès d'une organisation des services publics qui par ailleurs est affiliée à la FSM. Bon, moi je serais intéressé pour lire le compte-rendu de ce congrès qui était certainement très très intéressant, mais je dirais, je trouve que c'est une très bonne initiative. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise d'autre? Il est fort possible qu'on ait des revendications communes. Bon, autant que ce n'est pas en Corée du Nord. Mais de la même manière, je dirais, voilà, la proposition qui est faite et qui est une proposition du Congrès fédéral permet de répondre à toutes ces situations, encore une fois, sans, je dirais, parti pris préconçu. Hein. Ensuite, bon, plusieurs interventions ont été faites. Alors, notamment, j'ai entendu une intervention d'une camarade de Paris sur les statuts. Bon, la discussion sur les statuts, elle aura lieu plus tard. Donc, voilà, je pense qu'on ne va pas mélanger les interventions et les débats. Ensuite, il y a plusieurs questions qui ont été abordées également. Bon, la question du changement climatique, la question du numérique sont également des sujets qui sont largement abordés au niveau confédéral. Encore une fois, la fédération s'inscrit dans les débats et dans les décisions du Congrès confédéral. Et il me semble qu'il y a pas mal de réponses déjà, ce qui n'empêche qu'on pourra développer au niveau fédéral un prochain CNF sur proposition écrite d'un syndicat et d'une CSD pourra très bien décider de développer ce type de collectif au niveau de la fédération. Mais pour l'instant, effectivement, il faut que ça vienne davantage d'une élaboration d'un syndicat et qui sera retransmis par une CSD. Il me semble que c'est plus constructif de procéder comme ça, mais il n'y a pas de raison qu'on s'y oppose, je dirais, au niveau fédéral. Voilà à peu près pour essayer de concentrer au maximum, et parce que je sais que tout le monde veut faire la pause. Après, des camarades sont déjà intervenus sur ce qui devrait contenir l'appel du Congrès. Bon, on y reviendra, si vous le permettez, lorsqu'on discutera de l'appel du Congrès, qui vous sera proposé, bien évidemment, et on aura le temps de discuter, de l'enrichir et de l'amender, sachant que, encore une fois, la forme même d'un appel de Congrès ne peut pas reprendre la liste détaillée de tout le revendicatif fédéral, bien évidemment. C'est un appel qui va se concentrer sur la question du 5 décembre, bien évidemment, qui va ouvrir quelques perspectives, mais c'est toujours un exercice compliqué, un appel de Congrès, lorsque l'on est effectivement à un appel du Congrès qui est censé porter en avant toute une série de perspectives, mais quand on est à la veille d'un mouvement social qu'on espère, d'ailleurs on voit la forme que ça prend, qui sera extrêmement fort et puissant. Donc on discutera des points en fonction de l'ordre du jour en ce qui concerne également l'appel du Congrès. Voilà, j'espère avoir répondu à peu près à toutes les questions. Il n'y a pas de protestation, voilà, donc c'est bon.